Avis public, chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez, bienvenue. Au cours de cette émission, généralement, nous traitons les questions politiques. Nous répondons à toutes les questions politiques avec les acteurs politiques. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous y sommes pour répondre à notre devoir. Après le débâcle de Jeanne Mabunda au perchoir de l'Assemblée nationale et son équipe, cela a été suivi par celui qu'on appelle affectueusement Pépé, le Premier ministre à la primature. Aujourd'hui, c'est Alexis Thambwe Mwamba et son équipe qui sont au visage de l'Union sacrée. Félix Tshisekedi a-t-il décidé de mettre Joseph Kabila dos contre les murs? Et quelle pourrait être la réponse de ces derniers, l'homme qu'on appelle l'homme de Kinkakati qui a suffisamment de moyens? Est-ce qu'il peut influencer les députés et sénateurs avec ces moyens justement pour faire contrepoids à Félix Tshisekedi? On va tenter de voir toutes ces questions au cours de notre émission que j'ai coanime avec ma soeur et ma consoeur Lydia Kandolo et qui reçoit pour vous aujourd'hui M. Pascal Owondji. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Pascal, vous êtes notre invité aujourd'hui. Je vous salue. Bonjour à vous. Bonjour encore une fois. Alors, Monsieur Pascal, l'installation du bureau définitif à la Chambre basse du Parlement, l'Assemblée nationale, a eu lieu récemment. Quel est votre regard? Quel est votre sentiment après cette installation? Un sentiment de satisfaction parce que nous vous avons dit ici, et lorsqu'on engageait le débat sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est de l'inconstitutionnalité, c'est de la constitutionnalité. Je vous avais dit ici que le bureau d'âge était dans ses prérogatives de tout faire. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, nous y sommes. Nous avons le bureau définitif parce que le souhait, c'est comment avoir une Assemblée nationale, sinon substantiellement, comment avoir un Parlement qui regarde dans la même direction que le chef de l'État, pour l'intérêt, bien entendu, du peuple congolais. Par le passé, nous avions vu les avis diverger. D'un côté, Alexis Thambwe Mwamba et Mabunda, à chaque fois lorsqu'ils prenaient parole, non seulement qu'il y avait un caractère irrespectueux à l'égard du chef de l'État, mais en même temps, on sentait de la politisation, simplement pour marcher sur ce que le chef de l'État pensait pour la nation. Et malheureusement, les choses n'ont pas marché. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés jusqu'à la destitution du bureau, comme a dit Pierre, bureau Mabunda, avoir un bureau d'âge. Aujourd'hui, on a un bureau définitif. L'attente des Congolais aujourd'hui, que le Parlement, à travers ces deux chambres, parce qu'on est encore à la chambre basse du Parlement, ici l'Assemblée nationale, que les députés fassent un travail qui est attendu par la grande population congolaise. C'est lui, non seulement de voter les lois, d'ailleurs nous en avons beaucoup, mais surtout de contrôler. Parce que si le contrôle parlementaire est bien fait, en d'autres termes, le Parlement va faciliter le travail de la justice. Et à ce moment-là, on aura un autre citoyen, un autre gestionnaire. L'incomble par le passé, c'est quoi au fait? Nous avions eu des gestionnaires, des dirigeants du pays, qui travaillaient en intelligence avec les députés, et malheureusement, les députés étaient dans une position d'incapacité de pouvoir maintenant interpeller les ministres et les mandataires, ainsi de suite. Et la conséquence, c'est qu'il y a eu des détournements, et on commence à vivre aujourd'hui avec les interpellations de ces mandataires plutôt, des détournements, des abus, des comportements incontrôlés, et c'est comme ça que le pays a été géré, malheureusement mal géré, et l'argent était dans les poches des individus, la population n'a pas su bénéficier, et le Parlement n'a pas rendu bon service à la nation. Et la conséquence, si vous observez bien comment, depuis que nous avons commencé avec les élections depuis 2006, ceux qui ont été élus, la plupart des députés qui ont été élus en 2006 ne sont pas revenus en 2011, ceux qui ont été élus en 2011 ne sont pas revenus en 2018. Ça veut simplement dire que ce qu'ils ont eu à faire comme travail à l'Assemblée nationale n'a pas satisfait la population. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils ont tout intérêt, à travers cette dynamique, de comprendre qu'il est temps aujourd'hui de travailler pour la nation. Pour trouver solution à la question de l'Est. Insécurité à l'Est, qui a trop duré, parce qu'il y a des implications à l'interne, parce qu'il y a des trahisons à l'interne. Et si le parlementaire fait un bon travail, et vous verrez qu'on peut trouver solution. 2, sur le plan économique, comme je vous ai dit ici, si on essaie de canaliser les recettes de l'État, parce que simplement le dirigeant aura peur
que s'il fait mal, il sera interpellé demain, c'est son départ, et il sera sérieux, il va se contenter de ce que l'État a prévu pour qu'il ait lorsqu'il travaille. Vous verrez que nous aurons maintenant des bons dirigeants. Tout part maintenant de l'Assemblée nationale, tout part du Parlement, et il faut qu'ils prennent conscience. Et j'ai eu l'impression qu'ils étaient en train de prendre conscience, mais que cela ne se limite pas, n'est-ce pas, au premier geste de l'investiture du bureau définitif. J'ai été un peu inquiet la fois passée quand je suivais la réaction des députés lors du discours de Mbosso, le jour de l'installation. Lorsque Mbosso parlait, les députés attendaient quelque chose, que Mbosso parle de leurs avantages. Il n'a pas fait allusion à ça. Et visiblement, les députés étaient un peu mécontents. Et là, c'est déjà mal parti. Et lorsque vous voulez vous contenter de vos avantages, évidemment, vous en aurez. Sans plus penser maintenant à la population qui vous a fait roi. Et là, sacrée rupture, ça ne peut pas passer plus tôt. C'est comme ça qu'avec le chef de l'État, dans sa vision, si la nouvelle équipe va s'adapter à la vision du chef, je crois les choses peuvent changer au pays. Alors, à quoi espérer justement après cette installation? Ah, mais effectivement, ce changement de comportement, non seulement des gestionnaires, mais aussi des mandataires. Ce sont eux qui ont la grande responsabilité. Donc l'attente est si grande dans leur façon de faire les choses à l'Assemblée nationale. Nous voulons avoir un autre député que celui que nous avions connu par le passé. Donc on attend qu'il change de comportement, qu'il vote de bonnes lois et qu'il fasse également de bons contrôles parlementaires. Et la crainte aujourd'hui, c'est de voir le bureau Mbosso répondre à un dictat d'un homme, comme fut le cas de Mabunda. Et finalement, l'intérêt de la population sera mis à l'écart, M. Pascal. Non, le dictat voudrait dire quoi? Si c'est parce que nous devons travailler en synergie ensemble, ça veut dire que l'Assemblée nationale et le président de la République, pour qu'on trouve solution à la question de la population, même s'il y a un dictat dans l'intérêt de la population, je ne vois pas le mal. Comment le chef de l'État peut dicter le président de l'Assemblée nationale contre les avantages de la population? Je ne sais pas comment ça peut se passer. J'imagine ici que c'est une opportunité pour les Congolais. Parce que j'ai vu même quelqu'un publier la fois passée, il dit Congolais, Félix Tshisekedi, c'est notre sang, c'est notre frère. Ah, il n'a pas peut-être tort. Parce que je regarde le débat en 2006. Nous avions eu le débat ici, quand Joseph Kabila était candidat et Jean-Pierre Bemba candidat. Nous avions eu des discours comme les moines en Mboka. Le non-dit était quoi? Je ne veux pas revenir dans ce débat. Mais si nous devons aujourd'hui intérioriser la donne de travailler pour l'intérêt de la nation, et j'ai suivi, et je suis souvent le point de vue du chef, à chaque fois lorsqu'il tient ses discours, vous voyez même comment il se décarcasse. Il veut, en tout cas, imprimer la différence. Et si, pour cette raison, il sera en phase avec le président de l'Assemblée nationale pour qu'ensemble, il trouve la possibilité d'aider les Congolais, la possibilité d'aider la population, je ne vois pas en quoi cela sera mal. Le dictat dans le bien, c'est encore un avantage pour les Congolais. Le problème de ces pays, mais il n'y aura pas un dictat. Justement, le problème de ces pays, c'est au niveau des accords qu'on n'arrive pas parfois à respecter. Certains disent que Jean-Marc Kabound serait le véritable patron de la Chambre basse du Parlement, compte tenu d'un accord secret qu'il aurait signé avec M. Mbosso, où avant de prendre toutes les décisions, il faut avoir l'aval de M. Kabound, alors qu'il est premier vice-président. Vous imaginez? Bon, heureusement que vous employez le conditionnel, parce qu'on ne sera pas se piter sur quelque chose que nous n'avons pas. Il faut du tangible pour appuyer nos arguments. Je ne vois pas Mbosso, parce que ce n'est pas pour rien qu'on l'a mis là-bas. C'est par rapport à son âge. À cet âge-là, d'ailleurs, nous interpellons, c'est comme ça qu'on interpelle, on va aborder également la question d'Alexis Tambwe Mwamba. À un certain âge, il faut comprendre qu'il faut travailler pour la nation. Il ne va pas se compromettre. Hein? 40 ans pour lui, c'est beaucoup aujourd'hui. Hein? Il faut maintenant laisser d'empreintes qui feront que s'il n'est pas là, demain qu'on dise, si nous avons aujourd'hui, ça c'est parce que Mbosso était à tel endroit. C'est une opportunité pour lui, pour aider le pays à cet âge-là, lorsqu'il occupe une grande institution comme l'Assemblée nationale. Je ne le vois pas se compromettre de cette façon. On ne peut pas aussi se piter à partir du moment où on n'a pas un document qui établit ainsi. Même alors, je ne vois pas Kabound faire ça. Et pour quel intérêt? Parce qu'à partir du moment où il est lui-même vice-président, et de l'autre côté, il a son président qui est président de la République.
Félix Tshisekedi, c'est son président dans le cadre du parti, même si aujourd'hui, il ne peut pas avoir un parti politique en tant que président de la République, mais il provient de l'UDPS, c'est son président. Et donc, ils ont tous les avantages possibles aujourd'hui pour que les choses marchent. Mais sinon aussi, je comprends bien, l'objectif ultime était d'avoir une personne à l'Assemblée nationale qui ne sera pas dans le jeu de bloquer, n'est-ce pas, ce que peut initier le président de la République pour l'intérêt de la population. Et pour ça, Mbosso s'est dit prêt, au regard de son âge, travailler pour son pays et travailler pour que les choses avancent. Et c'est pour l'intérêt de tout le monde. Et il faut éviter. Vous quittez le pouvoir parce que vous aurez mal fait. Vous vous êtes servi hier, mais vous quittez le pouvoir, vous rentrez dans les environnements où vous n'aviez pas servi hier. Mbosso en connaît quelque chose. Il était avec les Mobutistes. Il a été avec Kabila, aujourd'hui il est avec Tshisekedi. Je crois que le premier effort qu'il va fournir, c'est d'imprimer la différence. Alors, on accuse le président Tshisekedi de vouloir tout son appareil du pouvoir, toutes les institutions de la République, c'est lui qui contrôle presque désormais. Il met un de ses proches à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas trop, alors qu'il va chercher de nouveau quelqu'un de plus proche de lui encore à la primature? Mais c'est Pascal, est-ce qu'on ne va pas là vers ce que certains appellent une dérive dictatoriale? Mais on était avec Kabila comme ça. Est-ce qu'on parlait de la dictature? Kabila avait son homme au gouvernement, ça veut dire à la magistrature. Enfin, qu'est-ce que je dis? Comme Premier ministre à la primature. Il avait son homme à l'Assemblée nationale, il avait son homme au Sénat. Dans toutes les institutions, il avait ces gens. Est-ce qu'on parlait de la dictature? Le problème ici, Pierre, c'est que il y a tout un paradigme. Le paradigme ici, c'est qu'on quitte l'étape qui consistait à ne pas bien servir la nation. Aujourd'hui, on veut servir la nation. De ce point de vue, il faudrait que tous les angles soient ouverts pour permettre maintenant que les initiatives réussissent. C'est tout. Et aussi, quand vous regardez la posture adoptée de certaines personnes depuis que Félix Tshisekedi est président de la République, ils avaient tendance à débloquer, n'est-ce pas, les initiatives. Et pour ça, il ne faut pas l'empêcher. Aujourd'hui, s'il a la possibilité d'écarter ces gens dans le jeu politique, il peut le faire pourvu qu'on ait ceux-là qui vont travailler pour la nation. Ici, ce qui est plus important, c'est l'agir du dirigeant en conformité avec la philosophie de gestion, la philosophie politique actuelle du chef de l'État, pour la transformation de son pays, pour l'intérêt de la population. Pour ça, je crois que tout Congolais ambitieux de voir son pays changer ne peut qu'encourager les initiatives du chef de l'État. Rien de mal dans ce qui est fait. Le mal, c'est ce qui se faisait hier, où visiblement les gens ne travaillaient pas pour la nation, où on avait créé l'oligarchie. Les gens avaient des millions face à une population très pauvre. Aujourd'hui, on voudrait inverser. Voilà, cet effort-là, on crée une rupture, nous avons un nouveau paradigme et qui pose problème aujourd'hui. Et ceux qui se sont mal habitués hier, lorsqu'ils voient les choses changer aujourd'hui, ils accusent de la dictature. Mais il n'y a pas la dictature. La dictature, nous l'avons connue. Nous, on criait ici. Les gens mouraient ici. Des gaz lacrymogènes pratiquement chaque jour. Il y avait des villes mortes chaque jour. Il y avait des arrestations chaque jour. Il y avait des tueries chaque jour. On parlait de la dictature. Mais les mêmes aujourd'hui ne peuvent pas changer pour parler de la dictature aujourd'hui. Non, non, non. Nous sommes dans une étape de changement. Non seulement des hommes, mais on veut sentir le développement du pays à travers les actions concrètes des hommes qui sont au pouvoir. Janine Mabunda est partie, Joseph Kabila n'a rien dit, Ilunga Kamba est parti, il n'a rien dit jusque-là. Aujourd'hui, c'est le Sénat qui est visé, on va en parler tout à l'heure. Vous n'avez pas peur que le silence de Joseph Kabila puisse chercher sa revanche, justement, pour contraindre le président de la République? De quelle façon il va le faire? Parce que la force, c'est dans les institutions. La politique aussi, mais c'est pas mais justement, parce que vous parlez de la dictature, n'est-ce pas? Pour ne pas tomber dans les erreurs du passé, on doit respecter le fonctionnement des institutions. Ici, on fait le débat politique. S'il veut tenir un discours, c'est son droit. C'est son droit. Moi, je ne peux pas porter un jugement sur son comportement. Mais au moins, il sait quelque chose. Je pense, de mon point de vue, sans être dans le chef de Joseph Kabila, mais il sait que nombreux l'ont trahi. Il sait que
nombreux l'ont déstabilisé. Et il sait que nombreux sont devenus des millionnaires sans qu'ils ne soient informés. Parce que simplement, ils ont détourné l'État. De cette façon, il peut adopter également un comportement, une attitude. J'imagine un peu de cette façon. Mais la réalité, c'est que c'est un combat politique. Naturellement, c'est quelqu'un qui ne parle pas trop. Est-ce qu'il ne sait pas parler? Je ne sais pas. Au moins, on constate qu'il ne parle pas trop. Alors, on ne peut pas les forcer. Est-ce qu'il est en phase avec ces gens? Ça, c'est la première question qu'on devrait se poser. On a eu l'information la fois passée. Il y a certains qui se sont déplacés jusqu'à Lubumbashi. Ils ne l'ont pas rencontré. Il leur avait demandé de lui faire un mémo. Est-ce qu'il n'est pas choqué par le comportement de ces gens? Il ne faut pas oublier. Ceux qui l'agglutinaient hier provenaient de l'opposition. Et les mêmes qui étaient avec hier parce qu'ils provenaient de l'opposition, aujourd'hui, ils reviennent maintenant dans leur position d'attente. Mais il sait voir ça. Il sait lire la classe politique congolaise. C'est ça le problème. Qui crut qu'Ngoïka Sanji changerait? Serait derrière Félix Tshisekedi. C'est lui qui refusait, même que l'avion de Félix pendant la campagne atterrisse en Mbujimayi pendant qu'il était gouverneur. Qui crut? Il est là. Qui pouvait penser un jour que mon grand frère que je salue, Lambert Mende, pouvait adhérer à l'Union sacrée pour être derrière Félix Tshisekedi? Je ne vais pas citer beaucoup de gens comme ça. Mais lorsqu'il les regarde, il a une position à prendre aussi. Et il se rend compte cette fois-là que, en tout cas, avec ces gens, ce n'est pas important de les défendre. Et nombreux maintenant seront devant la justice. Ils n'auront pas l'aide de Joseph Kabila. De quelle nature d'ailleurs? Il ne va pas instruire la justice. Il ne va pas appeler Félix Tshisekedi pour lui dire « Monsieur le Président, voici. » Non. Ils feront face à la justice. Ils seront devant leur destin au regard de ce qu'ils ont pu mal faire contre le pays. Et ils vont répondre devant la justice. Ça, nous allons connaître. Vous aviez suivi le cas Bukangalonzo pas longtemps. L'IGF déjà informé, Matata Pogno. Gardez vos arguments, vous allez les présenter à la justice. Bientôt. Je ne veux pas citer de mon grand frère. Il y a un grand frère là que je ne veux pas citer. Ils sont nombreux comme ça. Des cas comme ça, nous allons connaître. Et c'est à ce moment-là, si on est sérieux, si on aime le Congo, nous allons comprendre que les gens par le passé ont blagué avec la nation, ont blagué avec les avoirs du pays, ont desservi le pays, ils se sont servis. Et voilà pourquoi il faut dire aujourd'hui stop, qu'on ait une autre génération, celle qui va comprendre qu'il faut travailler pour la nation. Alors, Pascal Ondje, vous êtes journaliste et analyste en même temps. Comment analysez-vous? Ne voyez-vous pas que ce serait une forme de violation de règlement intérieur quand de membres du bureau d'Echi puissent être candidats malgré désavoués par ses siens? Là, je parle du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il a été réélu à ses postes. N'est-ce pas une forme de violation de règlement intérieur de l'Assemblée nationale? Non, ce n'est pas la violation parce qu'il n'avait pas commis une faute à l'époque lorsqu'on l'avait destitué. Il n'avait aucun problème avec son parti politique à l'époque. Mais pour des postures politiques, ils avaient estimé, ceux qui avaient la majorité, qu'il indisposait maintenant, leur plan à l'époque était de comment parvenir, n'est-ce pas, à mettre le chef de l'État en accusation. Et c'est comme ça qu'à l'époque, il va intervenir sur Top Congo. Et après, les problèmes ont commencé. Ils se sont entendus parce qu'ils avaient la majorité pour le faire partir. Et maintenant que les choses se font autrement, et c'est normal qu'ils reviennent. Parce qu'il n'avait pas un problème avec son parti. Le parti l'a encore aligné. Il n'avait pas un problème quelconque sur le plan comportemental face à la population. Il n'y avait rien de mal qui pouvait maintenant interdire son élection. Et les députés ont compris que ce qu'on a fait hier n'était pas intelligent. Il faut rectifier les choses. On l'a élu et puis c'est passé. Pour ça, je ne vois aucun acte ignoble dans ça, et plutôt encourageant parce que il est là, il aide, ou sinon il surveille, comme il surveillait Mabounda la fois passée, à ne pas aller outre. Sinon, travailler pour l'intérêt de la nation, pour que le chef de l'État réussisse sa mission. C'est tout. La mission d'aider les Congolais. Alors, M. Pascal, quels sont les enjeux auxquels sont confrontés ces nouveaux bureaux définitifs? Mais l'enjeu, comme nous l'avons dit, maintenant,
je crois en mars, probablement, nous avions suivi même le discours du président Mbosso, on va investir le gouvernement. L'attente maintenant, c'est qu'on ait un gouvernement avec des gens, avec des conscients, avec des gens, avec un comportement, avec des probités morales acceptables à pouvoir maintenant travailler pour la nation. C'est ce tri-là, c'est ce choix-là qui est important au jour d'aujourd'hui. Qui peut composer au gouvernement? J'ai suivi Kitenge Yesu, mon vieux, que je salue également, et parler d'un gouvernement des vertébrés. Et voilà l'attente de tout Congolais aujourd'hui. C'est d'avoir un gouvernement des vertébrés, un gouvernement des gens consciencieux, un gouvernement des gens qui vont travailler pour la nation. Un gouvernement des gens qui vont comprendre, qui seront à mesure de différencier ce qui est bien public, ce qui est bien privé. Les gens qui ne vont pas détourner comme nous avions connu par le passé. Et c'est cela que le Congolais attend aujourd'hui pour qu'ensemble, en synergie avec les autres institutions, les choses puissent évoluer. Ça, c'est la première émission qu'on attend maintenant du bureau. D'autres émissions également, c'est de voter des lois et de contrôler, comme je vous ai dit ici, des bons contrôles parlementaires pour faciliter le travail. Alors, on va quitter la chambre basse du Parlement pour remonter justement à la chambre haute après l'installation de bureaux d'âge au Sénat. Vous connaissez ce qui se passe actuellement avec Tango Mwamba, qui est en même temps visé par des enquêtes judiciaires, en même temps visé par une motion de défiance avec tout son bureau. Et après l'installation de ces bureaux, les sénateurs de l'opposition qualifient, je cite, d'une dérive dictatoriale, une dictature monolithique à ciel ouvert. Est-ce que vous le comprenez, monsieur? Mais la dictature, c'est à quel niveau? Pas longtemps, je le disais ici. La dictature, c'est à quel niveau? Nous avions connu la dictature aussi. La dictature, c'est à quel niveau? Ici, c'est question d'avoir des institutions qui doivent travailler ensemble, en synergie, pour l'intérêt de la population. Et c'est tout. Lorsqu'il y a une institution qui ne facilite pas le fonctionnement du système, je vous parlais la fois passée ici de la méthode structurelle fonctionnaliste. Et à ce moment-là, il est de bonne loi qu'on organise correctement cette institution qui bloque. Le cas de l'Assemblée nationale, enfin, le cas du Sénat, le comportement du président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, je crois que les Congolais, tout Congolais, déploraient son comportement. Nous avions vu comment il s'est comporté pas longtemps avec une sénatrice. À chaque fois lorsqu'il prend parole, vous sentez l'arrogance, le non-respect aux autres. Je comprends parce que peut-être il peut avoir beaucoup d'argent. L'argent de toute nature possible. Mais cela n'empêche pas qu'on ait un comportement qui soit de façon à travailler avec ceux qui ont de hautes fonctions et permettre que les choses fonctionnent bien au pays. Il a été à la base de ce que nous connaissons aujourd'hui, à travers ces sorties médiatiques. Des sorties médiatiques irrespectueuses, surtout à l'égard du chef de l'État. Mais même alors, vous convoquez la session extraordinaire parce qu'il faut voter la loi en conformité avec ce qui a été fait à l'Assemblée nationale parce qu'une deuxième lecture devrait être faite au Sénat. À l'occasion, une motion devrait être déposée. Vous instruisez vos services pour qu'on ne dépose pas la motion. Mais c'est une violation. Parce que le droit des députés, le droit des sénateurs doit être également respecté. Et aussitôt ouvert la session, aussitôt la fermer, parce que vous ne vouliez pas que cette motion entre. Et même pour la loi aussi, le règlement intérieur, que ce soit de l'Assemblée nationale, que ce soit du Sénat, je crois que même constitutionnel, lorsque vous votez dans des termes différents, avant que le vote de l'Assemblée nationale ne prime, il faut créer d'abord ce qu'on appelle la commission paritaire pour étudier les points de divergence. C'est simplement à l'issue du travail de la commission paritaire qu'on peut tirer des conséquences pour faire prévaloir finalement le vote de l'Assemblée nationale. Mais chose qui n'a pas été faite parce que simplement, ils ne voulaient pas accorder encore beaucoup de temps de crainte qu'on introduise maintenant la motion contre lui. Et les sénateurs ont compris que ce qu'ils faisaient, c'est de l'aberration. Donc on ne peut pas fonctionner de cette façon, malgré qu'il ait fermé la session extraordinaire ouverte le matin, fermé le soir, de façon brutale pour ses intérêts privés, de façon à se protéger. Nous devons
interroger également le règlement intérieur. Nous devons également interroger toutes les instances. Ils l'ont fait, et c'est comme ça que le secrétaire général a ouvert la session, et on a installé le bureau d'âge. Bientôt, la motion sera traitée, et on va maintenant passer au vote, apprécier ceux qui ont été interpellés à travers cette motion, aussi avec possibilité d'avoir un autre bureau qui sera installé dans quelques jours. Et voilà, pour ça, c'est simplement, il faut qu'on ait des gens qui doivent voir les choses de façon à travailler pour la nation. Il a des dossiers judiciaires, vous aviez évoqué. Il a beaucoup de dossiers judiciaires, au niveau national comme au niveau international. Il y avait un avion qui a été abattu à l'époque où il s'en félicitait. Le dossier suit encore son cours normal à la justice, je crois à la justice internationale. Il y a d'autres crimes économiques. Vous avez suivi le procureur de la Cour de cassation revenir sur un dossier. Il a beaucoup de dossiers. Et c'est cette crainte-là qui fait qu'aujourd'hui, il commence à adopter un autre comportement. Ah oui, mais c'est bon, tu adoptes ce comportement aujourd'hui. Mais hier, lorsqu'on vous disait pourquoi vous n'écoutiez pas, et c'est comme ça que moi j'évoque souvent mon philosophe Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Aujourd'hui, ils sont en train d'être rattrapés. Mais cela devrait également servir d'exemple à ceux qui auront des fonctions aujourd'hui. Comment ils doivent se comporter pour que demain ils ne soient pas rattrapés. Ça, c'est important. Mais au moins, l'exemple va servir à beaucoup à pouvoir maintenant ajuster leur comportement. Vous avez une responsabilité d'État, travailler pour la nation. Cela va vous aider lorsque vous ne serez pas en fonction demain. Tout passe, tout coule, rien ne demeure. On sait que cet homme dont nous parlons, Alexis Thambwe Mwamba, n'a pas eu souvent de langage tendre, même envers nous, le professionnel du média. Il nous a traités de minables, bien qu'il s'est rébuffé pour plus tard. Mais M. Pascal, c'est lui le président du Sénat qui préside la plénière, surtout dans ce cadre de la session extraordinaire. Et lorsqu'il se rend compte que la matière à laquelle a été prévue dans cette plénière est épuisée, il a mis fin. Et plus tard, c'est le secrétaire général qui convoque une autre plénière. Non. Nous ne sommes pas dans une imbroglio. Si vous aviez suivi la plénière la fois passée au Sénat, ça a commencé d'abord par les gifles entre les sénateurs, ainsi de suite, parce que lui a esquivé cette question de la motion. Et tout ce qui s'est fait, c'est dans la précipitation parce que lui voulait atteindre son objectif personnel. Mais est-ce que la pétition c'était dans l'ordre du jour, mais c'est parce qu'il y a de la plénière? Non, la pétition ne peut pas être dans l'ordre du jour. La pétition, on la dépose, n'est-ce pas? Et lorsqu'elle est déposée, elle devra être alignée obligatoirement. Vous ne pouvez pas dire, bon, vous avez déposé votre pétition, je ne peux pas l'aligner parce que je suis président du Sénat. Ça, c'est de l'arrogance. Et encore que c'est la majorité des sénateurs. Ce n'est pas la minorité qui a initié l'action, c'est la majorité qui a initié l'action. Ne fût-ce que par élégance, le respect à vos collègues, le respect à cette majorité. Il aurait dû soumettre maintenant la question au débat, peut-être trouver d'autres stratégies pour qu'on écarte la question pendant le débat. Mais lorsque vous évitez qu'on en débatte, mais vous trouvez d'autres prétextes pour fermer rapidement. Mais je vous ai parlé ici de l'erreur sur le plan de l'appréciation de la loi à partir du moment où il n'y a pas eu commission paritaire. Est-ce que ça à féliciter? C'est pas à féliciter. Même quand vous l'avez suivi, lorsqu'il parlait, il disait au chef de l'État de pouvoir promulguer la loi selon les termes votés par l'Assemblée nationale. Mais tu vois, c'est un peu avec dédain, avec mépris. C'est ce comportement-là qui n'est pas bon. Et les autres, et d'ailleurs, même l'administration du Sénat a dansé lorsque le secrétaire général a convoqué la session, et surtout lorsqu'on a installé le bureau d'âge, mais ils étaient très contents. Comme si, avec lui, président, le fonctionnement a posé problème après le départ de Kengo. Et voilà pourquoi, n'est-ce pas? S'il faut aujourd'hui avoir un autre bureau, l'intérêt c'est les Congolais, ce n'est pas les sénateurs, ce n'est pas sa posture, lui, Alexis Thambwe Mwamba, tout ça. Non. Ce qui est plus important, le combat se fait ici pour que les Congolais se retrouvent. Il n'y a pas autre chose que ça. Et à cela, nous tous, nous devrons maintenant nous réjouir lorsqu'il y a changement dans le bon sens pour que notre vie change aussi. On est resté dans cet état depuis très longtemps.
Parce que nous étions gérés par des gens comme Ntambwe Mwamba, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Justice, ministre des Droits humains, ministre ainsi de suite, aujourd'hui président du Sénat. Qu'est-ce qu'on peut encore attendre de bien? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait qu'il doit encore faire aujourd'hui? Et nous, qui avons été sacrifiés hier, parfois nous semblons, ou nous tentons, ou nous adoptons un comportement de défense à ses intérêts, à la personne qui nous a fait souffrir depuis tout ce temps. Mais nous devons dire stop, s'il vous plaît. Expérimentons d'autres personnes. Je parie que dans cette allure, les choses vont changer. Les choses vont changer. Mais la crainte plus, quand vous voyez son comportement vouloir se cramponner, c'est ce qui peut arriver après qu'il ne sera pas président du Sénat demain. Alors, Monsieur Pascal, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va prendre officiellement la tête de l'Union africaine ce samedi. Quel est votre regard quant à ce? Bon, c'est la joie pour chaque Congolais parce que cette responsabilité sera confiée à l'un du fils. C'est le président de la République. Nous avions eu... On a vu quand le Rwanda avait été à la tête de l'Union africaine, on subissait certaines histoires. Je vois pendant les élections. Aujourd'hui, je crois que pendant le mandat du président de la République, il pourra imprimer beaucoup de choses, non seulement pour la République démocratique du Congo, parce que nous allons tirer certains avantages, bien entendu, et moins encore seulement pour l'Afrique centrale, mais surtout pour toute l'Afrique entière. Et on a besoin aujourd'hui d'une autre philosophie dans la gestion de cette structure continentale, parce qu'on a parfois l'impression que les chefs d'État se protègent entre eux. Ça aussi. C'est sur le plan politique, mais également sur le plan économique. La loi qu'on venait de voter au Parlement sur le libre-échange pourra produire ses effets. Et nous pourrons peut-être ressentir ces effets positifs, mais à condition que nous soyons en mesure de produire aussi, pour être concurrentiels sur le marché, parce que nous importons pratiquement tout. Et on exporte pratiquement rien, alors que nous avons tout. Il est question également sur le plan interne, à travers les ministères comme l'agriculture et d'autres ministères, le ministère des Mines, ainsi de suite, être en mesure d'exporter et être concurrentiel maintenant au niveau du marché africain. Sinon, on va continuer à subir. Si nous allons continuer à subir, notre économie sera désactivée davantage. Voilà pourquoi il est tout intérêt, à travers le gouvernement qui sera mis en place, intérioriser cette donne de façon à aider le chef une fois à la tête de cette institution, et que de l'autre côté, à l'interne, l'économie fonctionne bien. Ça va permettre que l'équilibre soit constaté et qu'on sente maintenant un petit changement à l'interne. On pourra dire c'est notre fils qui est à la tête de l'Union africaine. Mais si on ne produit pas à l'interne, je ne sais pas si on aura senti des conséquences positives de son passage au niveau de cette institution. Alors, M. Pascal, sa position en tant que numéro 1 de l'Union africaine peut nous faire espérer, par exemple, la paix à l'est du pays, à côté de gourous africains, lorsqu'on voit, par exemple, Paul Kagame, l'Angolais Joao Lourenço, même notre ami d'en face, Denis Sassou Nguesso. Oui, c'est une bonne diplomatie à faire maintenant, parce que là, il occupe une position privilégiée. Non seulement au niveau africain, parce que le désordre qui est à l'Est, bien entendu, il y a certains pays à l'Est, entre autres le Rwanda, l'Ouganda, ainsi de suite, et sont accusés, et ils facilitent beaucoup de choses, bien entendu, mais aussi au niveau international. La voix du pays sera entendue à travers l'Union africaine par son président, qui est notre président, et parce que vous savez, les multinationales sont dedans également. On parle de la guerre de minerais à la base, et c'est comme ça qu'il y a des implications au niveau international, au niveau national avec certains généraux, ainsi de suite, et qui travaillent en intelligence avec les pays voisins. Et d'un autre côté, il y a cette envie du Rwanda, toujours d'annexer une partie. Ça, c'est ce qu'on dit souvent. Alors maintenant, lui, au niveau de l'Union africaine, je crois, sur le plan de l'insécurité à l'Est, il y a possibilité de trouver solution également. Moi, je crois que les choses pourront changer, mais on ne sait pas le chantier avant. Lorsqu'il va prendre son fauteuil, il va encore voir davantage ce qui se passe effectivement à l'est du pays. Quel est le vrai problème à l'est du pays? Et il pourra agir. Nous accusons chaque jour le Rwanda, mais parfois on ne sait pas s'accuser. Le problème est aussi interne. Le problème est également interne.
Il aura compris ça, je pense qu'on peut espérer une solution. Donc la solution est au niveau international et également au niveau africain, aussi au niveau international, au niveau national. Alors on va prendre notre dernier verrou de cette émission en parlant de la ville-province de Kinshasa. Lorsque vous regardez Kinshasa, à un moment donné, vous vous demandez si on a des autorités justement qui se soucient de la population en route. Lorsqu'on prend les transports, vous avez comme impression que rien ne va à l'administration. Tout semble, en tout cas, par terre. On se demande justement qu'est fait le numéro 1 de la ville, Jean-Tini Gobila. Vous avez parlé du transport, je vais en profiter parce que vous savez, pas longtemps ici, beaucoup de véhicules de Transco sont venus, qui ne sont pas encore opérationnels jusque-là. On attendait parce qu'il fallait une nouvelle équipe. Lorsqu'on aurait un nouveau gouvernement, et ces véhicules-là, vous allez les voir, seront maintenant mis en circulation pour faciliter le transport entre Congolais, non seulement entre Kinois plutôt, mais aussi avec d'autres provinces, pour désenclaver d'autres provinces. Vous verrez que ça va faciliter beaucoup de choses. Mais avec le gouverneur, Jean-Tini Gobila, lorsqu'on était avec Kimbuta, les gens rêvaient avoir un gouverneur plus actif et plus compétent dans la gestion de la ville. On amène un Gobila, il passe par les élections, et je donne raison à ces Congolais, à ces Kinois qui ne l'avaient pas accepté parce qu'il provenait d'une province qui a connu des problèmes, des massacres ainsi de suite, où souvent on lui est cité. Mais depuis qu'il est là, il n'y a rien de changement. Il n'y a pas d'initiative qui puisse imprimer la différence. J'ai suivi certains projets la fois passée, on revient sur les petits projets de Kimbuta. Les gestion des sachets, interdiction des sachets d'eau, etc. Mais ça c'est quoi? C'est quoi comme vision? On ne comprend rien. Quand vous êtes vous promenez à travers la ville de Kinshasa, mais c'est de la saleté. Donc, je comprends de mon point de vue qu'un Gobila n'avait pas une vision sur Kinshasa. Aucune vision. On se limite aujourd'hui sur le cas Grand Marché. Ah oui, je ne refuse pas du tout. Mais comment il a eu tout le temps pendant le confinement? Il aurait dû trouver solution. Et cette question, n'est-ce pas? Nous allons comme ça, on déstabilise. Pas longtemps, je crois que c'était aujourd'hui matin, il y a eu même des coups de balle. Il a été empêché par le ministre de l'Intérieur, M. Pascal, à l'époque. Non, le ministre de l'Intérieur, c'est après. C'est à la fin. Lorsque les gens voulaient maintenant commencer à vendre à la fin du confinement, c'est alors que Gobila voulait les interdire et le ministre est intervenu. Mais Gobila a eu tout le temps pour qu'il n'a pas fait ça. Même alors, si vous voulez les faire aujourd'hui, quelles sont les dispositions déjà prises pour sécuriser ces Congolais qui ne vivent que de ça? On n'encourage pas la saleté. On n'encourage pas la salubrité au niveau Mais il faut des initiatives qui sécurisent quand même ces vendeurs. Non, c'est pas... Pourquoi on prend... D'ailleurs, pour Ngobila, on ne peut pas prendre seulement le grand marché. Mais les autres marchés périphériques, qu'est-ce qu'il fait comme gouverneur? Sur le plan de la réhabilitation de la voirie à compétence provinciale, qu'est-ce qu'il fait jusque-là? Peut-être qu'il n'a pas la rétrocession. Ah, il n'a pas la rétrocession. Mais il faut que l'IGF également audite le gouverneur. L'argent qu'on bénéficie à travers les communes, à travers la régie ici, c'est la DGFK, qu'est-ce qu'il en fait? On a appris beaucoup de choses aussi avec le gouverneur Kimbuta. On parlait des millions, même si on a étouffé le dossier aujourd'hui, des millions. D'où il trouvait ces millions? Je crois que Ngobila en a aussi déjà. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est canaliser les recettes pour l'intérêt de la nation. Avoir une vision de transformer la ville. Mais il n'y a pas de vision. Les routes à compétence provinciale sont aujourd'hui totalement délabrées. Il n'y a pas d'initiative de réflexion. Et la ville est restée dans cet état. On attend tout du gouvernement central. Vous allez nous dire que les communes ne produisent pas l'argent, ne génèrent pas les recettes? Qu'est-ce qu'on en fait de ces recettes? Les gens dans les communes toujours mal payés. Et donc, la vision pose des problèmes. Donc, il n'est pas le meilleur aujourd'hui. On doit encore rêver à avoir un autre gouverneur pour la ville de Kinshasa. Et jusqu'à quand?
Quand vous prenez même pour les transports, on a vu un moment où il fallait avoir des véhicules de transport avec la couleur jaune, ainsi de suite, avec des numéros. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Est-ce que cette initiative-là était mauvaise? Donc, de mon point de vue, Ngobila a déçu beaucoup de Congolais, sinon beaucoup de Kinois. L'attente était si grande, parce que le souhait était que Kimbuta parte. Il est parti. On voulait avoir un gouverneur plus actif pour transformer la ville. Mais malheureusement, on a un gouverneur pire que celui que nous avions connu avant. Je vais parler ici de Kimbuta, et qui ne sait pas par où commencer pour faire correctement son travail. Regardez même derrière maintenant l'hôtel de la ville. Quand vous êtes à l'hôtel de la ville, derrière, il y a une avenue là, impraticable aujourd'hui. Est-ce qu'il ne peut pas prendre des initiatives pour réhabiliter ça? Même si ce n'est pas sa compétence, mais il peut initier les actions. On a trop à dire sur lui, mais on constate seulement qu'il fait mal son travail, franchement, le gouvernement. Il a beaucoup déçu les Congolais, ce sont tes mots, M. Pascal. Même si nous, journalistes, on se pose la question, comment quelqu'un qui a déçu les Congolais, notamment les Kinois, pourrait être dans l'équipe des gens qui pouvaient identifier la nouvelle majorité à tête. Non, mais le problème aujourd'hui, où la responsabilité première, c'est à l'Assemblée provinciale. Et ça, je veux parler aussi au président de l'Assemblée provinciale, Godin Poyi. Je ne comprends pas comment les députés provinciaux sont devenus inactifs, incapables d'interpeller un gouverneur qui ne fait rien. Beaucoup de députés provinciaux également, surtout dans la ville de Kinshasa, les gens vivent les choses et voient les choses. N'ont pas été réélus. Ils risquent de connaître le même cas, le même sort. Pourquoi ils observent ça? Pourquoi jamais une interpellation contre le gouverneur? La première responsabilité s'appelle les députés provinciaux. La première responsabilité s'appelle l'Assemblée provinciale. Et dans cette Assemblée provinciale qui est gérée par Godin Poyi, le pasteur, il est aussi le responsable sur le plan spirituel, parce que même pas de prière, il ne fait même pas de prière pour qu'un Ngobila comprenne ça et fasse le travail autrement. Il n'y a pas de prière pour la gestion de la ville. Et en conséquence, nous sommes dans cet état de délabrement très avancé. Merci Pascal, merci. Nous sommes dans un état de délabrement très avancé. On espère qu'avec l'arrivée de l'Union sacrée et surtout le gouvernement qu'on attend en gestation pourra changer beaucoup de choses. L'Union sacrée, ce n'est pas un homme. L'Union sacrée, c'est une philosophie de travail. L'Union sacrée, c'est cette façon d'inculquer un autre mental à chaque dirigeant, à pouvoir comprendre qu'on ne peut plus se servir. Cette fois-ci, nous allons servir la nation. C'est ça l'Union sacrée. Et c'est cet assemblage de ces personnes qui ont pris la conscience ou qui sont formatées, n'est-ce pas, à travers cette prise de conscience. C'est ce qu'on appelle l'Union sacrée. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas quoi que ce soit, c'est juste la prise de conscience. Cette émission est terminée, chers téléspectateurs. Vous nous avez regardés à travers le monde. Nous vous disons merci et nous vous retrouvons la fois prochaine. Au revoir.